génétique et évolution des interactions. Ces recherches portent sur plusieurs axes différents mais complémentaires. Le transfert horizontal d'ADN, l'hérédité non génétique et ses implications évolutives, l'individualité et la sélection naturelle, mais aussi sur l'incertitude dans les sciences évolutives. Aujourd'hui, il va nous présenter ses travaux. Dans une présentation, il questionnera les conditions d'émergence des processus darwiniens. Cette présentation intitulée « Hérédité et individualité, ingrédients ou produits de l'évolution » a pour but de montrer que les concepts d'hérédité et d'individualité peuvent se concevoir à la fois comme condition et comme conséquence de l'évolution. Sylvain, c'est à toi. Merci beaucoup. Je vais attendre que ça se réveille. Donc en tout cas, merci bien, ça me fait bien plaisir d'être là, d'avoir cette occasion de vous parler de mes travaux, et d'autant que je pense que le genre de questions dont on va parler aujourd'hui, ça bénéficie réellement des échanges entre disciplines, et en particulier des interactions avec la philosophie. Parce que on va parler aujourd'hui d'un problème de poules et d'œufs comme on les aime. Parce que je vais essayer de vous montrer effectivement que même si on a l'habitude de concevoir l'hérédité et l'individualité plutôt comme des conditions d'existence des processus évolutifs, on se rend compte que on peut également les penser comme des produits de l'évolution. Et si c'est le cas, on rencontre un paradoxe qui demande à être résolu, et c'est un problème qu'on rencontre notamment quand on s'interroge, comme on le fait depuis quelques années avec plusieurs collègues, sur la possibilité d'identifier d'autres systèmes physiques que le vivant que nous connaissons, qui pourraient être étudiés de manière pertinente à travers des principes darwiniens. Et quand on se pose cette question, on est obligé de se demander comment émergent les processus évolutifs, et si on peut essayer de décrire ces conditions d'émergence en des termes physiques. Et pour commencer, on est bien obligé de se demander comment commence l'évolution. Donc c'est ce qu'on va faire ensemble dans un premier temps, et en reposant sur des propositions qui sont assez consensuelles, en tout cas dans le champ de la biologie évolutive, qui sont un peu dans la lignée des propositions de Léontine, notamment dans les années 70, qui nous dit que la sélection naturelle suit nécessairement quand on a des populations qui présentent de la variance héritable en fitness. Donc ce que je vais vous montrer s'inscrit vraiment dans cette idée, mais peut-être avec quelques originalités, quelques précisions, notamment une précision qui nous semble assez importante et qu'on a identifiée quand on a commencé à travailler sur ces questions il y a 4 ou 5 ans maintenant. Il y a un concept qui est tellement important qu'il est souvent pas nommé. C'est une espèce d'éléphant dans le couloir. C'est l'individualité. C'est le fait que pour penser les processus évolutifs, on a déjà l'obligation d'avoir décidé une certaine manière de séparer les entités qu'on observe. Et ces entités, en biologie, elles nous sautent souvent aux yeux, mais pas toujours. Il y a plein de cas qui sont des cas borderline d'individualité. Mais souvent, ils nous sautent aux yeux, donc c'est un concept qu'on n'a pas forcément besoin de définir pour commencer à travailler ces questions. Mais si on essaye de réfléchir vraiment aux conditions d'émergence de l'évolution, ce problème se pose de manière beaucoup plus évidente. Et donc les individus, ils sont symbolisés ici par ces petites formes bleues. Une fois qu'on a l'individualité, on peut commencer à poser des propriétés qui reposent sur l'individualité, notamment une propriété importante qui est celle de reproduction. C'est l'idée que ces individus sont capables de produire des copies d'eux-mêmes, donc des copies qui ne sont pas forcément strictement identiques. Vous voyez qu'il y a quelques accidents dans cette reproduction. Mais parmi ces accidents qui génèrent des différences, il y a certains accidents très particuliers qui donnent à cette population la propriété d'hérédité. Ces accidents, c'est ce qu'on appellerait des mutations dans le monde biologique. C'est des différences qui ont cette particularité de pouvoir se transmettre à la descendance. Et il faut bien comprendre que, évidemment, que toutes les différences ne sont pas de ce type. C'est un type de différence très particulier. Donc, quand on a de la mutation, prise cette fois dans un sens très général, on a de la variance héritable. Et comme vous le savez peut-être, en génétique des populations, le concept d'héritabilité permet de capturer ça de manière claire. L'hérédité n'a de sens qu'à travers la variation héritable. Vous ne pouvez pas avoir d'hérédité si tout le monde est pareil. Il n'y a d'hérédité que dans la mesure où il y a des différences héritables. Et donc, à partir du moment où vous avez de l'individualité et de l'hérédité, on retrouve
les ingrédients dont on a besoin pour faire démarrer tous les modèles de génétique des populations, si vous voulez. Et si vous laissez suffisamment de temps, suffisamment d'espace, suffisamment de conditions, vous allez avoir effectivement un processus évolutif potentiellement infini dans ses formes qui peut donner la biodiversité, par exemple, telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et donc, comprendre comment commence l'évolution, ça implique de comprendre comment on peut arriver là. Comment, à partir de processus physico-chimiques, on peut expliquer l'émergence de l'individualité et de l'hérédité. Donc ça, c'est le problème qui se pose à nous. Et à ce stade, il me paraît intéressant de distinguer deux hypothèses. Une espèce de choix qu'on doit faire entre des hypothèses de travail, dont vous allez voir qu'une me semble beaucoup plus intéressante que l'autre, et c'est celle qu'on essaye de suivre, pour expliquer cette émergence donc de l'individualité et de l'hérédité. Ces deux hypothèses, je les appelle la chance et la continuité. Qu'est-ce que j'entends par là ? La première hypothèse, elle se situe, elle reste en fait dans le cadre que je viens de définir. Pour avoir de l'évolution par sélection naturelle, il faut des individus, il faut de la variance héritable, et donc il faut supposer qu'à un moment qu'on peut situer dans l'espace-temps, un moment assez précis, ceci est arrivé, et qu'après que ceci soit arrivé, l'évolution par sélection naturelle a pu se produire, et que par définition, avant que ceci soit arrivé, il n'y avait pas d'évolution par sélection naturelle. Okay, donc j'enfonce un peu une porte ouverte, mais simplement pour dire que ça, c'est une hypothèse dans laquelle l'émergence de l'individualité et de l'hérédité ne repose pas par définition sur l'évolution par sélection naturelle. Et donc j'appelle ça la chance parce qu'on peut, dans ce cadre-là, en tout cas, définir la chance comme tout ce qui n'est pas la sélection naturelle. Okay, donc évidemment que c'est des processus physiques et chimiques, mais en tout cas, ce qu'on précise ici, c'est que ce n'est pas de la sélection naturelle. Et donc, quand on regarde cette hypothèse d'un peu plus près, on rencontre un problème. Et le problème, c'est que il est très difficile de concevoir ce type d'objet, des individus munis d'hérédité, sans supposer des objets déjà d'une très grande complexité. Donc, notamment, les théories sur les origines de la vie qui cherchent à envisager des ARN autoréplicants comme les premiers éléments du vivant, se heurtent à la difficulté que ces ARN sont déjà d'une si grande complexité que supposer leur émergence spontanée, ça relève un peu du miracle thermodynamique, ce qui est quand même un problème en tant qu'explication. Et donc on peut essayer de voir les choses différemment, et c'est cette deuxième hypothèse que j'appelle la continuité, qui suppose que entre le monde physique et le monde biologique, il n'y a pas une barrière franche, et que si on était capable de rejouer le film des origines de la vie, on serait incapable de faire un arrêt sur image et de dire à partir de maintenant c'est vivant. On a une continuité de processus, et l'évolution s'inscrit dans cette continuité. Et le défi, ce serait de comprendre comment l'évolution par sélection naturelle a pu démarrer sans les ingrédients qu'on pense nécessaires, donc sans individualité, sans hérédité. Comment est-ce que l'évolution par sélection naturelle a pu faire émerger ces objets qui maintenant nous semblent à l'évidence des objets qui peuvent évoluer par sélection naturelle. Donc ça, c'est notre objectif. On est évidemment loin d'avoir déjà répondu à cette question. Je vous présenterai en dernière partie de mon exposé des modèles mathématiques qu'on développe pour aborder ce problème. Mais ce que je vais faire dans un premier temps, c'est plutôt me tourner vers la biologie et vers d'autres choses que j'ai faites, donc d'autres aspects de mon travail, pour essayer de s'inspirer sur la manière dont pourrait émerger l'individualité. Pour faire ça, on va aller regarder ce que nous dit la biologie évolutive, déjà, sur la manière dont l'individualité évolue, et plus précisément sur la manière dont de nouvelles échelles d'individualité ont émergé à travers l'évolution. Vous connaissez peut-être ce concept de transition majeure, par exemple, l'idée qu'à partir d'une vie unicellulaire, il y a pu avoir une vie pluricellulaire. C'est un type de transition, comme il y en a eu vraisemblablement beaucoup au cours de l'évolution. Et ça, c'est des changements d'échelle d'individualité. Et pour les comprendre, il faut comprendre comment évolue l'individualité. Et peut-être qu'en comprenant ça, on pourra avoir des billes, des indices sur la manière dont l'individualité a pu émerger dans un premier temps. Et de la même manière, on va essayer de comprendre ce que nous dit la biologie sur l'évolution de l'hérédité, en réalisant que l'hérédité, ce n'est pas une seule chose. C'est pas que la génétique, c'est aussi ce qu'on appellerait l'épigénétique, ce qui est symbolisé ici par ces petites marques de méthylation sur des fragments d'ADN, qui ne changent donc pas la séquence de l'ADN, mais qui néanmoins peuvent être des marques héritables, ou la culture prise dans un sens très large, par exemple le langage, qui sont aussi des traits biologiques qui également évoluent et n'évoluent pas de la même manière que la génétique, typiquement. Donc, les processus héréditaires évoluent en biologie aussi, et peut-être qu'on peut regarder la manière dont ils évoluent en biologie pour comprendre comment émerge l'hérédité. Et puis quand j'aurai fait ça, je vous parlerai
de nos modèles, où on s'intéresse à essayer de comprendre comment émerge l'évolution sans les ingrédients qu'on lui suppose habituellement nécessaires, et où on se focalise en particulier sur la notion de cycle autocatalytique, ce qui est symbolisé ici, et je vous montrerai un petit peu comment on cherche ces objets particuliers dans des soupes physiques. Je vous parlerai de soupes physiques à la fin de l'exposé. Donc on va commencer par cette première partie, où je vais vous parler d'évolution de l'individualité. Donc je vous parlerai de mon travail, mais aussi finalement de principes beaucoup plus généraux dans lesquels s'inscrit mon travail. Donc il y aura des éléments sur lesquels j'ai travaillé, et puis d'autres qui dépassent de très loin mes contributions. Puisque dans un premier temps, on va essayer de comprendre quels sont les grands principes que la biologie évolutive a développés pour nous permettre d'expliquer comment émergent de nouvelles échelles d'individualité, des processus que j'appelle ici d'individuation darwinienne. Donc on est dans le champ de ce qu'on appelle l'évolution de la coopération. Comment ça se fait que des entités qui sont a priori différentes, qui forment des individus, vont pouvoir former collectivement une nouvelle échelle d'individualité à travers des processus coopératifs? Il y a deux grands principes derrière ça. L'un dont je ne parlerai pas beaucoup, et dont vous avez certainement déjà entendu parler, qui s'appelle la sélection de parentèle, qui permet d'expliquer l'altruisme entre apparentés. Donc je vais quand même en dire quelques mots. C'est ce qui permet d'expliquer, par exemple, comment des cellules s'associent pour former un organisme, ou comment des organismes peuvent s'associer pour former une fourmilière, qui est une nouvelle échelle d'individualité. Donc ça, c'est des choses qui impliquent de l'altruisme, c'est-à-dire des comportements, ou plus généralement des propriétés, puisque en fait ça peut être n'importe quoi, qui ont cette propriété particulière d'être coûteuse pour celui qui les porte et bénéfique pour les autres. Et ça, c'est a priori un paradoxe dans une perspective darwinienne, un paradoxe qui était déjà identifié par Darwin, parce que la sélection naturelle, c'est censé faire des trucs qui sont positifs pour les individus qui portent les caractères en question. Donc comment expliquer un trait qui est négatif pour le porteur et positif pour des receveurs? Eh bien, la solution à ce problème, elle est venue dans les années 60, notamment avec le travail de Bill Hamilton, qui nous invite à prendre une perspective gène-centrée et qui dit, imaginons un gène qui prédispose à l'altruisme. Et imaginons que le caractère altruiste est plutôt dirigé vers des organismes apparentés. On va revenir sur pourquoi ce serait le cas. Mais imaginons que le caractère altruiste soit plutôt dirigé vers les apparentés. Et les apparentés ont eux-mêmes une chance assez élevée de porter le même gène, puisqu'ils sont justement apparentés au donneur. Donc s'ils sont apparentés, c'est que par définition, ils ont pas mal de chances de porter les mêmes gènes. Et donc le gène altruiste, en quelque sorte, en induisant le comportement altruiste, va aller aider des copies du gène altruiste qui sont dans d'autres individus. Et donc, dans cette perspective, si on veut comprendre comment un caractère est sélectionné, il ne faut pas seulement se demander quel est l'effet qu'il a sur son porteur, il faut réussir à intégrer l'effet qu'il a sur son porteur et l'effet qu'il aurait sur d'autres apparentés qui sont eux-mêmes des porteurs des copies du gène altruiste potentiellement. Donc ça, c'est en quelques mots l'explication du principe de sélection de parentèle. Et ça explique comment des entités apparentées génétiquement peuvent se mettre à coopérer. Donc, les cellules de vos doigts sont très apparentées génétiquement aux cellules de votre cerveau et à toutes les autres, et tout ensemble elles coopèrent, et il y a une seule lignée qui a des chances de se transmettre à la descendance, c'est la lignée germinale. Donc on est dans un processus qui suit précisément ce type de logique, et la fourmilière est un autre exemple de ça. Donc par manque un petit peu de temps, et puis aussi parce que c'est des choses sur lesquelles j'ai moins travaillé, on ne parlera pas trop de ça, on va plutôt parler de l'autre grand principe, qui, on va le voir, a quand même il y a un caractère commun qui apparaîtra, j'espère, de manière plus claire tout à l'heure, à travers la structuration spatiale, j'en reparlerai tout à l'heure, mais l'autre idée c'est, il peut aussi y avoir des transitions d'échelle d'individualité qui n'impliquent pas des coopérations entre organismes apparentés. Donc ce premier type de transition qui implique de la coopération entre apparentés, on appelle ça des transitions fraternelles, mais on parle également de transitions égalitaires qui vont impliquer des coopérations entre des organismes qui sont non apparentés, c'est-à-dire, en d'autres termes, des symbioses mutualistes. Donc ça, par exemple, c'est ce qui s'est vraisemblablement produit à l'origine de la lignée des eucaryotes, qui serait une fusion entre des lignées bactériennes et archéennes, mais c'est également ce qui se produit très régulièrement quand une nouvelle lignée d'insectes émerge qui repose de manière inconditionnelle sur la présence, par exemple, de bactéries qui leur permettent de digérer tel ou tel aliment. Donc ce puceron, par exemple, dépend de ces bactéries Buchnera, si bien que ça n'a pas vraiment de sens de dire qu'ils forment deux entités séparées, c'est une nouvelle échelle d'individualité.
Et là, on n'a pas d'apparentement, et donc on n'a pas la sélection de parentèle pour expliquer ça. Comment on va pouvoir l'expliquer? Ça va être ce qu'on va regarder maintenant. Donc la question, c'est comment commencent les symbioses mutualistes? Comment expliquer cette coopération entre non-apparentés? Donc on peut penser à des situations particulières où il pourrait y avoir d'emblée deux entités différentes qui s'apportent mutuellement des bénéfices. Et effectivement, il y a des situations comme ça où, par exemple, une espèce va produire un déchet qui va être positif pour une autre, qui va également produire un déchet qui sera positif pour la première. Ça, finalement, on n'a pas à l'expliquer. C'est des choses qui peuvent émerger et qui peuvent être des points de départ d'une coopération. Mais en fait, on a une explication qui est beaucoup plus générale et qui part d'une situation beaucoup plus commune, qui est une situation de dépendance unidirectionnelle. Vous avez un organisme, ici les ronds rouges, qui produisent une ressource, par exemple un déchet, qui est consommé par une autre espèce, les triangles gris. Okay. Expliquer l'émergence de la symbiose mutualiste, ça va être expliquer comment, à partir de cette première situation, on arrive à une deuxième situation où les triangles gris se mettent eux-mêmes à produire une ressource qui va être utile pour les ronds rouges, et donc on va être dans une situation d'interdépendance qui va sceller les premières étapes d'une coopération qui peut aller jusqu'aux coopérations qu'on peut observer à travers la cellule eucaryote, par exemple. Donc en d'autres termes, d'un point de vue darwinien, la question qui se pose, c'est comment est-ce que celui qui produit des ressources peut avoir un succès reproducteur, une valeur sélective, supérieure à celui qui n'en produit pas, sachant qu'on a là un paradoxe, puisque produire des ressources, c'est quelque chose de coûteux énergétiquement. Donc pourquoi c'est le cas? Pourquoi est-ce que ce serait avantageux de produire ces ressources? La solution, elle nous est venue dans les années 70 également, et notamment avec le travail de Trivers, à travers l'idée d'altruisme réciproque, dont on peut un peu capturer l'idée centrale d'une manière assez simple, en réalisant qu'une condition possible, c'est pas la seule, mais souvent ça tourne autour de ça, qui permet d'expliquer ça, c'est le fait que l'espace n'est pas un mélange homogène de tout. L'espace, c'est pas un grand saladier qui est mélangé et homogénéisé en permanence. Les individus d'une génération vont donner d'autres individus d'une autre génération et ils vont plus être apparentés à ceux qui vivent au même endroit qu'à ceux qui vivent à un endroit différent, puisque l'espace est structuré. Et ça a des conséquences très importantes, que je vais essayer de symboliser par ce petit dessin. Vous avez au départ, on imagine une situation où on a les gris qui produisent la ressource qui sont plutôt à gauche, parce que la mutation qui a produit ça est arrivée là, ok. Et du coup, il y en a quelques représentants dans cet endroit. Et puis de l'autre côté, elle n'est pas là. Qu'est-ce qui va se passer dans cette situation? Les gris produisent une ressource qui est utile pour les rouges, je vous rappelle. Donc les rouges vont avoir un meilleur succès reproducteur. Donc il va y avoir une augmentation de la densité des rouges à gauche plutôt qu'à droite. Vous suivez? Donc s'il y a plus de rouges, il y aura plus de gris, puisque les gris bénéficient de la présence des rouges. Okay. Donc ce que vous voyez là, en fait, c'est que le bénéfice qui est donné aux rouges par les gris va revenir plutôt aux descendants des gris qui ont donné qui ont eu cet acte altruiste. Okay. Donc c'est la structuration spatiale qui pose cette condition qui permet à ce caractère un peu particulier d'évoluer. Et si ce n'est pas bien clair pour vous, je vais vous parler d'un autre cas qui est un peu un cas d'école de la structuration spatiale, un cas extrême, qui est ce qu'on appelle la transmission verticale. La transmission verticale d'un symbiote qui vivrait à l'intérieur d'un organisme plus gros. Okay, donc là, vous avez les petits bonshommes à l'intérieur des gros bonshommes. Donc c'est des petits symbiotes à l'intérieur d'un hôte. Qu'est-ce qui se passe quand on a de la transmission verticale? C'est-à-dire quand les bleus clairs seront hérités par les porteurs du bleu clair initialement, etc. etc. Et si les bleus clairs ont un effet positif sur leur hôte va produire beaucoup de descendants, et donc il va produire beaucoup de bleus clairs. Okay, il ne va pas produire beaucoup de rouges. Donc le bénéfice que vous donnez à votre hôte quand vous êtes transmis verticalement, c'est un bénéfice qui revient non pas à vous, mais à votre descendance, c'est-à-dire à votre lignée, et ça revient au même d'un point de vue darwinien. Et peut-être encore pour bien saisir cette idée, il faut contraster ça avec ce qui se passerait quand on a de la transmission horizontale. S'il y a de la transmission horizontale, l'avantage que vous donnez à votre hôte ne revient pas à votre descendance, il revient à n'importe qui d'autre. D'accord ? Donc quand vous avez de la transmission horizontale, vous avez plutôt une sélection pour des stratégies qui vont être efficaces et qui pourront plutôt mener vers le conflit. Donc typiquement, quand on réfléchit par exemple à l'évolution de la virulence d'un virus, plus ce virus est efficacement transmis horizontalement, donc plus il est infectieux, plus il peut être sélectionné pour avoir une très grande virulence. Au contraire,
plus il reste longtemps à l'intérieur de l'organisme et moins il est efficacement transmis, plus il est sélectionné pour avoir une virulence faible. Okay. Donc c'est des questions qui sont également importantes pour comprendre l'évolution de la virulence pour tout un tas de relations hôtes pathogènes. Donc si vous m'avez suivi jusque-là, vous avez compris que eh bien, une des leçons importantes de la biologie évolutive pour l'émergence de nouvelles échelles d'individualité, c'est la structuration spatiale. J'en ai parlé pour l'altruisme réciproque, mais on peut revenir rapidement sur le cas de la sélection de parentèle, dont je parlais tout à l'heure. Je vous disais, la sélection de parentèle, ça marche si l'altruisme va plutôt vers les apparentés. Et ça, c'est une condition qui peut être un peu problématique, parce que ça veut dire qu'il faut reconnaître les apparentés. Alors, c'est plus dur. Pourquoi est-ce qu'on reconnaîtrait d'emblée les apparentés? Mais en fait, non, il n'y a pas besoin. Il suffit qu'il y ait de la structuration spatiale. Parce que s'il y a de la structuration spatiale, vos voisins sont vos apparentés. Et donc, ceux que vous aidez sont vos apparentés plus que d'autres. Donc, la structuration spatiale, c'est vraiment un dénominateur commun de toutes ces explications. Et donc, c'est précisément un des éléments qu'on va introduire dans nos modèles pour essayer de comprendre comment émerge l'individualité. Et alors, pour mieux saisir ces histoires, eh bien, on va aller vers des exceptions. Parce qu'il n'y a rien de tel pour comprendre une règle que de comprendre tous les cas où ça ne marche pas. Donc, je vous ai dit, quand il y a de la transmission verticale, il doit y avoir coopération. Et ça explique l'émergence d'une nouvelle échelle d'individualité, par exemple, le puceron et ses bactéries. Okay. D'une manière plus générale, on pourrait dire que tous les éléments qui sont co-transmis verticalement devraient coopérer d'un point de vue évolutif, si on suit le raisonnement que j'ai dit. Okay. Et bien pourtant, on observe tout un tas d'éléments très intéressants, qu'on appelle des éléments génétiques égoïstes, qui, bien qu'étant transmis verticalement, ont des propriétés qui sont à l'évidence négatives pour leur hôte et qui donc constituent des contradictions à ce que je viens de dire, qui sont des exceptions à la règle, qu'on va essayer de comprendre. Wolbachia, c'est un de ces éléments génétiques égoïstes sur lequel j'ai beaucoup travaillé. C'est une bactérie qui est intracellulaire, donc qui vit à l'intérieur même des cellules de ses hôtes, et qui est présente chez beaucoup d'espèces d'arthropodes, à peu près la moitié des insectes. Ça fait pas mal de monde sur Terre. C'est sans doute la bactérie symbiotique la plus abondante sur la planète. Et elle est bien connue notamment pour ses méfaits, parce qu'il y a tout un tas de phénomènes qu'on connaissait depuis longtemps mais qu'on ne savait pas expliquer, et qui dans les années 90 ont été éclairés par le fait qu'on a compris que c'était Wolbachia qui faisait ça. Ce qu'elle fait par exemple, c'est que quand vous avez une espèce de papillon, c'est une espèce sur laquelle j'ai travaillé en postdoc, celle-là, ça s'appelle Hippolymas bolina, ça vient de Polynésie. Si vous avez un croisement entre des femelles et des mâles, vous avez des œufs, des embryons, donc mâles et femelles qui sont produits, mais les embryons mâles sont tués par Wolbachia. Okay, il n'y a pas d'éclosion. Alors on va essayer de se demander, mais pourquoi? Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'elle soit transmise verticalement? Elle devrait payer le coût d'avoir tué la descendance de son hôte. Et plus généralement, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on peut avoir des éléments qui sont transmis verticalement et qui sont négatifs? Les plus anciens auront la ref de pourquoi sont-ils aussi méchants? C'est le personnage Orangina. Pourquoi sont-ils aussi méchants? Pourquoi les conflits génétiques? Pourquoi des éléments transmis verticalement peuvent avoir des effets négatifs sur leur hôte? Et on va réfléchir au cas de Wolbachia en premier lieu pour comprendre. Mais ce qu'il faut noter au sujet de Wolbachia, c'est qu'elle est bien transmise verticalement, mais elle n'est transmise que par les femelles. Elle est présente dans le cytoplasme. L'œuf contient du cytoplasme, le spermatozoïde ne contient pas le cytoplasme, et du coup, les bactéries qui sont présentes chez les mâles ne sont pas transmises à la descendance. Et donc, imaginez une conséquence pour Wolbachia de tuer les mâles. Il y a une Wolbachia qui tue des mâles dans une population par rapport à une autre qui ne tue pas les mâles. Les mâles meurent, d'accord, la descendance mâle meurt. Est-ce qu'elle est moins bien transmise à la génération suivante? Je vous pose la question, messieurs, dames. Est-ce qu'elle sera moins bien transmise à la génération suivante si elle a tué les mâles? Pause. Non, puisque les mâles ne transmettent pas l'infection. Les mâles sont des impasses. Donc, un mâle mort ou un mâle vivant, ça ne change rien. Et bien en fait, même si ça peut changer, par exemple, si vous êtes une petite coccinelle, la bête à bon Dieu,
eh bien, vous êtes non seulement un super prédateur de pucerons, je ne sais pas si vous avez déjà vu des images, mais c'est assez vorace comme bestiole, la bête à bon Dieu à l'état larvaire. Et c'est aussi cannibale. Les jeunes coccinelles sont cannibales. Donc si vous êtes une jeune coccinelle dont la mère est porteuse de Wolbachia, si vous êtes vivante, déjà, c'est que vous êtes une femelle. Et donc, il y a de l'éclosion, la moitié des œufs sont morts. Qu'est-ce que vous faites? Vous les mangez, les œufs qui sont morts, parce que c'est ça que font les coccinelles. Bien, on a montré chez les coccinelles qu'une fille de femelle infectée par Wolbachia a un succès reproducteur de 30% supérieur aux autres parce qu'elle a pu bénéficier d'un excellent repas à sa naissance, qui étaient ses frères. D'accord? Et donc vous comprenez que dans des situations particulières au moins, tuer des mâles pour Wolbachia, c'est non seulement pas grave, mais c'est très bénéfique pour la lignée femelle. Plus généralement, dès qu'il y a de la compétition au sein de la descendance, eh bien les filles issues de ces croisements peuvent bénéficier d'une moindre compétition avec leurs frères et avoir donc un succès reproducteur plus élevé. Donc ça explique typiquement le male killing que je vous ai montré chez le papillon. Je n'ai pas trop le temps d'expliquer d'autres phénomènes, mais il y a plein d'autres choses que fait Wolbachia et qui s'expliquent de cette manière en fait. Les mâles sont des impasses et donc tout ce qui peut être positif pour les femelles, même si c'est au détriment des mâles, c'est sélectionné. D'accord ? Et donc on comprend là que, ok, transmission verticale, mais il n'y a pas de co-transmission parfaite, donc il y a une place pour le conflit. Plus généralement, cette question de la co-transmission, on se rend compte que c'est ça la véritable condition de la coopération. Et il y a autre chose qui vient rompre la co-transmission des éléments qui constituent un organisme, c'est le sexe. Le sexe, c'est un système de mélange. À chaque génération, deux génomes se rencontrent, ok ? Et donc, les gènes ne sont pas transmis de manière verticalement. À chaque génération, il y a du mélange. Okay. Du fait du sexe, eh bien, une brèche est ouverte qui va faire qu'il peut y avoir des comportements non coopératifs entre les éléments du génome. Et ça aussi, je n'ai pas trop le temps de rentrer dans le détail, mais typiquement, ce qui constitue la très grande majorité de votre génome, les éléments transposables, sont des éléments dont l'existence est expliquée par ce principe. C'est des éléments génétiques égoïstes qui font un truc qui est mauvais pour l'organisme, à savoir sauter partout à l'intérieur du génome et s'insérer n'importe où et donc produire des mutations qui sont très souvent négatives. Pour expliquer ça, il a fallu dans les années 80 comprendre qu'on avait en quelque sorte un processus infectieux à l'échelle du génome. Okay, c'est des éléments infectieux qui profitent du sexe pour infecter une nouvelle lignée. Est-ce que c'est clair ce que je viens de dire? Ouais. Donc, on commence à préciser notre règle. On parlait de transmission verticale. En réalité, c'est de la co-transmission stricte qui permet la coopération. Et dès qu'il n'y a pas une co-transmission stricte, il y a de la place pour le conflit. Autre élément qui donne de la place au conflit, c'est le transfert horizontal. Parce que le transfert horizontal, c'est aussi une rupture des associations. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je travaille notamment chez les insectes. On s'intéresse à la manière dont les guêpes parasitoïdes, qui sont des aliens, pourraient également être des vecteurs de gènes, puisqu'on voit que de l'ADN peut passer des guêpes vers leurs hôtes ou des hôtes vers les guêpes à travers ce processus. Et ça aussi, ça crée des dissociations entre les éléments du génome qui donnent une porte d'entrée au conflit. Donc qu'est-ce que ça fait ces conflits? Qu'est-ce que c'est que ces conflits génétiques finalement? Ces conflits génétiques, ils sont la manifestation du fait que les individualités coexistent à de multiples échelles. Vous et moi, on est une échelle d'individualité qui nous semble à peu près convaincante. Okay, j'arrive à parler, je tiens debout. Je suis très vraisemblablement un individu au sens darwinien. Il y a beaucoup des propriétés que je porte qui sont les résultats de la sélection naturelle pour que mon échelle ait effectivement un meilleur succès reproducteur. D'accord ? Et en ce sens, je suis un individu darwinien. Mais il y a d'autres individus darwiniens à l'intérieur de moi. Il y a mes éléments transposables qui continuent à avoir leur individualité darwinienne dans le sens où, si je veux comprendre ce qu'est un élément transposable, je dois me placer à cette échelle d'individualité-là. C'est une individualité à juste titre. De la même manière, quand un processus cancéreux, c'est une échelle d'individualité, celle de la cellule, qui est en train de se manifester à l'intérieur d'un organisme. Okay. Donc, pour réfléchir à ce processus d'individuation darwinienne, j'essaye de récapituler un peu ce que je viens de vous dire. La structuration spatiale permet la coopération, qui permet l'individuation, mais à toutes ces échelles, eh bien, la co-transmission n'est pas parfaite, la structuration spatiale n'est pas absolue, et donc toutes ces échelles d'individualité continuent à coexister. Et à partir de ça, l'inspiration qu'on en garde, c'est que peut-être le processus qui nous intéresse, d'émergence de l'individualité, pourrait reposer, au moins dans une certaine mesure, sur un principe de ce type-là.
Et donc ça, on va le garder dans un coin de notre tête et le mettre dans nos modèles. Je vais passer maintenant de manière peut-être un peu plus brève. Je ne vois pas le temps là. 14h30. Ça va aller. Je vais vous parler maintenant plutôt d'évolution de l'hérédité, en m'appuyant notamment sur des travaux de modélisation que j'ai fait, mais pas seulement. J'ai qu'une diapo, mais elle est grosse sur ces questions. Donc on a dit en introduction que l'hérédité n'a de sens qu'à travers la variance héritable. Ok ? C'est les caractères variables qui sont héréditaires. Voilà, on est tous faits par exemple de carbone, mais il ne nous viendrait pas à l'idée de dire qu'être fait de carbone, c'est une propriété héréditaire. Et du coup, l'hérédité, dans le fond, si on réfléchit à un concept encore plus fondamental, celui qui explique l'hérédité, bah, c'est la mutation elle-même. C'est le mécanisme qui génère l'hérédité, la mutation. Et donc si on veut comprendre comment évolue l'hérédité, il faut comprendre comment évolue la mutation. Et là, j'utilise, dans cette phrase, j'utilise le terme de mutation dans un sens très élargi. Je ne suis pas en train de parler que de la mutation génétique. Je parle de la mutation en tant que concept général de tout mécanisme qui générerait une variance héritable. Donc typiquement, des mécanismes qui généreraient une variance non génétique héritable rentreraient sous ce grand chapeau de mutation. Mais pour voir ce que la biologie a à nous dire sur l'évolution de la mutation, et donc l'évolution de l'hérédité, on peut déjà se focaliser sur la mutation génétique et constater que les taux de mutation, cette fois au sens génétique du terme, sont eux-mêmes le résultat d'une évolution. Le taux de mutation n'est pas une donnée, donc c'est une donnée à partir de laquelle la population évolue. Par exemple, l'évolution humaine est conditionnée par le taux de mutation du génome humain. Okay ? Donc en ce sens, la mutation, l'hérédité, est une condition d'existence du processus darwinien. Quand vous faites un modèle de génétique des populations, vous introduisez le taux de mutation comme un des paramètres qui va vous permettre d'expliquer les choses. Ce n'est pas ce que vous essayez d'expliquer en général. Sauf que ce paramètre est lui-même le produit d'une évolution. Et ça, l'évolution des taux de mutation nous le montre. Par exemple, on constate une relation très forte entre les tailles des génomes et les taux de mutation. Les champions du monde de la mutation, c'est les virus, et en particulier ceux qui ont des tout petits génomes. Plus les génomes sont gros, plus les taux de mutation sont bas. Et l'explication qu'il y a derrière ça, c'est l'idée que ce qui est sélectionné, c'est un nombre absolu de mutants par génération. Combien de mutations aura votre descendance ? Si vous avez un petit génome et un fort taux de mutation, vous allez avoir le même nombre de mutants dans votre descendance que si vous avez un gros génome et un faible taux de mutation. Okay ? Chez l'humain, par exemple, entre une génération et la suivante, il y a en moyenne 30 mutations dans un génome de 3 milliards de positions. D'accord ? C'est un taux de mutation qui est très bas et qui touche très peu de gènes, puisqu'en plus la grande majorité du génome n'est pas composé de gènes. Donc le taux de mutation est ajusté par la sélection naturelle, et en tout cas, il est plafonné par le nombre absolu de mutants qui se produisent à chaque génération. Mais on sait également qu'en fonction des conditions environnementales, et en particulier dans des conditions d'environnement fluctuants, on peut aussi avoir une sélection pour des taux de mutation plus élevés. Par exemple, il y a des expériences dans les années 90 qui ont montré qu'on pouvait sélectionner des lignées de bactériennes dites hypermutatrices qui avaient un taux de mutation 100 fois supérieur aux autres, parce que dans un régime de sélection extrêmement chaotique, eh bien c'était ces lignées-là qui étaient capables de trouver la bonne mutation pour s'adapter à cet environnement extrêmement bruité, extrêmement fluctuant. D'accord ? Donc on sait que les taux de mutation évoluent. Ça, c'est une des premières briques pour dire, donc en effet, l'hérédité est aussi un produit de l'évolution. En ce sens que la mutation est un produit de l'évolution, elle n'est pas qu'une condition. Mais non seulement les taux évoluent, mais même la nature fondamentale, la nature chimique des mutations évolue. Et ça, on le sait parce que la génétique, ce n'est pas toute l'hérédité, par exemple. On a beau avoir une biologie qui s'est développée à 99,9% autour de la génétique depuis les années 50, parce que c'était très efficace, parce que la génétique est une très 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 bonne explication de beaucoup d'aspects de l'évolution, parce que c'est pratique, la génétique, parce qu'on peut séquencer de l'ADN, parce que c'est intelligible. Tout ça, c'est des bonnes raisons d'étudier la génétique, mais n'empêche que
on sait depuis longtemps, et c'est en train de refaire surface de manière un peu tangible, et il y a des gens dans ce labo qui sont évidemment bien au courant, l'hérédité ne se résume pas à la génétique. En d'autres termes, il y a des mécanismes, y compris on pourrait les dissoudre jusqu'au niveau chimique, qui sont différents d'un changement de base dans une séquence d'ADN. Okay, et donc on s'est intéressé à ça avec mon collègue Étienne Rajon, notamment pour essayer de comprendre si la sélection naturelle était capable de faire évoluer les poids relatifs de ces différents systèmes d'hérédité. Donc on a modélisé un système où on laissait un phénotype, donc un caractère, être déterminé à la fois par de la génétique et par du non-génétique, ou de l'épigénétique si vous voulez. Et on a supposé que la seule différence entre ces deux systèmes d'hérédité, c'était leur taux de mutation. D'après le constat que presque tous les systèmes d'hérédité non génétique qu'on connaît ont des taux de mutation, donc de variation, qui sont beaucoup plus élevés que la génétique. Et donc on s'est demandé si ça pouvait conditionner une sélection pour plus ou moins de poids de l'hérédité non génétique dans ce système. Et on a montré que c'était le cas. Dans un environnement stable, on sélectionne un poids moindre du média, du système d'hérédité non génétique, qui est plus instable. Mais dans un système instable, on sélectionne une contribution plus élevée du système d'hérédité instable. Okay, donc, les taux de mutation évoluent, la nature des mutations peut également évoluer, les poids relatifs des uns et des autres. Donc, quand on commence à voir les choses dans cette perspective, on réalise que l'hérédité telle qu'on la comprend, au sens génétique en tout cas, est peut-être quelque chose de très secondaire dans l'évolution du vivant, l'émergence du vivant. Peut-être que la génétique est quelque chose qui est apparu sur le tard, c'est-à-dire peut-être quelques centaines de millions d'années déjà après les émergences de ce processus. D'accord ? Donc il ne faut pas imaginer que l'hérédité est figée et la biologie déjà nous le dit. La nature des mutations évolue, les taux de mutation évoluent, mais les effets des mutations évoluent, la taille des effets des mutations évolue. Ça, on a pu le montrer dans d'autres modèles. Donc ça repose sur un concept qui est celui de robustesse mutationnelle. La robustesse mutationnelle, ce n'est pas le taux de mutation, mais c'est quand vous avez une mutation, est-ce que vous allez vous retrouver très loin ou pas très loin du phénotype initial dans l'espace des phénotypes. Donc là, par exemple, vous avez une grille où l'espace des phénotypes est représenté simplement en 2 dimensions, et vous avez la lignée bleue qui n'est pas robuste, donc les effets des mutations sont importants. La lignée verte, au contraire, est très robuste, les effets des mutations sont faibles. Et une des questions qui se pose, c'est est-ce que la robustesse peut évoluer? Est-ce que les tailles des effets peuvent évoluer? Eh bien, on n'est pas les seuls à l'avoir montré, mais notamment nos modèles ont montré que c'est le cas, et en particulier à travers quelque chose qui s'appelle l'espace des génotypes, où ici vous avez un réseau qui représente, chaque point représente un génotype particulier, donc un type d'individu si vous voulez. Et la couleur représente le phénotype, donc le caractère de ces individus. Donc il y a plein de mutations qui ne changent pas le phénotype, et puis il y a certaines mutations qui sont au bord de cette jonction-là, qui vont vous faire passer du phénotype bleu clair au phénotype violet. Et bien ce qu'on peut montrer, c'est que la sélection naturelle va jouer sur la position des génotypes à l'intérieur de ce réseau. Et elle va notamment, dans un environnement stable, éloigner les génotypes des zones de jonction. Donc non seulement vous sélectionnez un phénotype, mais vous sélectionnez le génotype qui est le plus loin possible des zones de transition vers un autre phénotype. D'accord ? Donc la robustesse mutationnelle évolue, les effets des mutations évoluent. Et puis on va aller encore un poil plus loin, en reconnaissant que même ce truc qui était sulfureux, en tout cas quand moi j'ai fait mes études à l'époque, qu'on appelle un processus lamarckien, eh bien il faut reconnaître que ça peut avoir sa place dans un processus évolutif. Non pas en tant qu'explication initiale du processus évolutif, donc c'est en ça qu'on peut continuer à dire que le lamarckisme n'est pas une bonne explication de l'évolution, parce que les conditions nécessaires des processus darwiniens sont beaucoup plus minimales. Le processus lamarckien demande à ce qu'un individu soit capable de changer de la bonne manière. Ok, je vous la refais vite pour ceux qui ne sont pas forcément à l'aise avec ça, mais pour caricaturer bien sûr. Vision lamarckienne, pourquoi les girafes ont des longs coups? Parce que elles tirent sur leur cou et donc elles font des bébés qui ont des coups plus longs. Vision darwinienne, certaines girafes ont des coups longs, d'autres des coups courts, par hasard. Et celles qui ont des coups longs font plus de bébés que les autres, c'est pour ça que les girafes ont des coups longs. D'accord ? Donc dans un cas,
c'est la sélection naturelle qui explique l'adaptation. Dans l'autre cas, c'est la tendance des individus, cette fois, à changer dans le bon sens. D'accord ? Et donc, moi j'ai appris, quand j'ai fait mes études, que l'évolution c'était darwinien et qu'il était interdit d'imaginer autre chose, qu'il était interdit d'imaginer un processus lamarckien. Sauf que quand vous modélisez ces histoires, eh bien, vous pouvez montrer qu'il est possible, en théorie, de faire émerger de manière darwinienne des processus lamarckiens. Je ne sais pas si je suis clair. Il est possible, par un principe darwinien, de faire émerger des trucs qui vont être capables de changer de la bonne manière. Okay ? Et non seulement c'est possible théoriquement, mais il y a tout un tas de phénomènes maintenant qu'on se doit de faire rentrer dans cette case, et en particulier un truc dont vous avez sûrement entendu parler, qui s'appelle CRISPR. Donc CRISPR, vous le connaissez peut-être comme l'outil du savant fou moderne. C'est ça aussi. Mais à la base, c'est un système immunitaire bactérien. C'est quoi ? C'est une bactérie qui rencontre une contrainte dans son milieu. Cette contrainte, c'est un virus qui est en train de l'attaquer. Eh bien, elle est capable de saucissonner le génome de ce virus, d'aller l'intégrer dans son propre ADN, donc de se faire une mutation, cette fois non pas au sens large, mais au sens strict du généticien. Hein. C'est la séquence d'ADN qui est en train de changer. Et cette séquence d'ADN, elle a changé de la bonne manière, en intégrant ce qu'il fallait pour pouvoir répondre de la bonne manière au virus et pour pouvoir faire des descendants qui vont pouvoir résister au virus. Donc si ça, c'est pas du lamarckisme, on s'en sort plus. Donc c'est du lamarckisme, bien sûr. Donc ça nous montre que les processus lamarckiens peuvent évoluer. Mais on n'avait même pas besoin d'attendre CRISPR pour le savoir. Tous les processus d'évolution culturelle ont au moins une composante lamarckienne. Quand vous avez une idée qui émerge, elle n'émerge pas de manière complètement random. Elle émerge aussi parce que c'est une bonne idée. Et donc, on a une composante individuelle du fait que, bah non, ce n'est pas juste variation aveugle. On dit parfois aléatoire, mais aveugle, quelque part, c'est plus explicite parce que ça nous montre que ça parle du caractère qui est capable d'anticiper ou pas ses conséquences. Dans un modèle strictement darwinien, la mutation est strictement aveugle, mais ces mutations aveugles peuvent donner lieu à l'émergence de systèmes où la mutation n'est plus aveugle ou plus complètement aveugle. D'accord ? Donc voilà, en tout cas, le tableau que je peux dresser sur l'évolution de l'hérédité en se concentrant sur les processus mutationnels. Et dans cette dernière partie d'exposé, je vais vous montrer un peu comment on met les mains dans le cambouis avec des collègues depuis quelques années maintenant, des collègues mathématiciens, physiciens, chimistes, pour essayer du coup de faire émerger de l'évolution sans individus et sans hérédité. Donc on est un peu à poil, hein, parce que notre pensée darwinienne a été construite comme ça. Donc on va chercher des dynamiques et on espère trouver des signatures d'évolution par sélection naturelle pour pouvoir la décortiquer et arriver à un moment à se dire ce serait ça l'initiation de l'individualité, ce serait ça l'initiation de la mutation, sans avoir forcément une idée initiale de ce que ça peut être. Même si on a quand même quelques pistes. Et donc les modèles qu'on développe, j'aime bien les appeler de soupe physique, par référence à la soupe chimique, qui est un terme que vous avez peut-être déjà entendu. Vous connaissez peut-être les expériences d'Orgel où on fait de la soupe chimique, on balance des éclairs, de l'électricité, des trucs comme ça, et on voit émerger des molécules très intéressantes pour les biologistes, des acides aminés, des choses comme ça. Donc ça, c'est la soupe chimique. Et peut-être que la soupe chimique a donné lieu, vraisemblablement, la soupe chimique a donné lieu au vivant. Nous, on préfère parler de soupe physique parce que on cherche des principes. On ne cherche pas à expliquer précisément l'origine de la vie, même si on ne serait évidemment pas déçu d'y arriver. Mais on cherche à expliquer comment n'importe quel système physique pourrait évoluer de manière darwinienne. Donc on aimerait ne pas se limiter à la chimie. On ne se limite pas à la chimie, mais on va quand même parler de thermodynamique. Mais la thermodynamique, finalement, ça peut s'appliquer à d'autres échelles que la chimie. C'est quelque chose de encore plus général dans la physique. Et on va supposer pas grand-chose. La première chose qu'on suppose, c'est que le système est thermodynamiquement ouvert. Et ça, c'est une nécessité absolue parce qu'un système thermodynamiquement fermé, ça veut dire qu'il est bloqué. On sait qu'il arrive à l'équilibre thermodynamique où il se passe rien. On est à l'entropie maximale et c'est pas intéressant du tout. Le bonhomme qui est en train de vous parler est évidemment pas à l'équilibre thermodynamique. Okay, il a mangé ce midi et c'est pour ça qu'il arrive à parler. Donc on est dans un système qui est thermodynamiquement ouvert. Comment on fait ça ? On fait rentrer de la matière. On pourrait faire rentrer de la lumière, on fait rentrer de la matière. À un taux constant. Et on appelle ça des entités primaires, c'est des petites boules rouges, bleues, grises.
Donc il y a des entités primaires, on peut varier le nombre de ces entités primaires, et à chaque couleur, on associe des propriétés. Et on n'associe pas beaucoup de propriétés, vous allez voir lesquelles. La seule chose qu'on laisse faire dans ce système, c'est ces petites boules, ces entités primaires, peuvent s'associer pour former des trucs plus gros ou se dissocier. Donc ces trucs plus gros, ce n'est pas des molécules chimiques, notamment parce qu'elles sont purement compositionnelles. C'est combien de rouge, combien de gris et combien de bleu vous avez qui fait votre identité, et non pas où est-ce que vous avez mis le gris, où est-ce que vous avez mis le bleu, etc. Vous savez que dans les molécules sont spatialisées. Nos objets ne sont pas spatialisés. On pourrait les spatialiser un jour, mais c'est pas. Actuellement, on travaille dans un modèle où c'est strictement compositionnel. Et on s'impose de respecter les fondamentaux de la physique, et en particulier le second principe de la thermodynamique qui dit, eh bien, il faut que l'entropie augmente. Okay, et ça, Einstein aurait dit que si un jour la physique s'écroule, il restera au moins le second principe de la thermodynamique. Donc a priori, c'est une base plutôt solide. Donc on exige ça. Donc le système est thermodynamiquement réaliste. Et comment on respecte cette thermodynamique? À travers des grandeurs de la thermodynamique que sont les énergies libres des objets. Donc aux entités primaires, on associe des énergies libres. Aux entités composites, on associe des énergies libres. Et à partir des énergies libres des uns et des autres, on sait, à l'équilibre, combien on doit avoir des uns et des autres. Ça, c'est ce que nous dit la thermodynamique. Et il y a une autre grandeur qui nous permet de connaître la cinétique de cette affaire, que sont les énergies d'activation. C'est en quelque sorte une barrière que vous devez franchir. Et si cette barrière est élevée, la réaction est très lente. Si elle est basse, la réaction est rapide. Donc une manière simple de penser, d'imaginer ça, c'est de se dire, peut-être il y a des réactions qui sont même impossibles. En fait, impossible, ça veut dire tellement lent que c'est pas intéressant de regarder ce que c'est. D'accord ? Donc on met que ça dans notre modèle pour l'instant. Et il y a un truc qui est très sympathique, c'est que même en mettant que ça, c'est-à-dire en n'étant pas du tout lourd sur les hypothèses, on voit émerger des premières choses qui nous intéressent beaucoup. Et en particulier la catalyse et l'autocatalyse. Je vais essayer de vous montrer comment. En commençant par la catalyse. Donc vous connaissez peut-être ce concept de catalyse qui est très habituel en biologie. Les enzymes sont des catalyseurs. Un catalyseur, c'est quelque chose qui va permettre à une réaction lente de se produire vite. D'accord ? Et c'est aussi quelque chose qui rentre et qui ressort. Donc ça ne fait pas partie des produits de la réaction. Et on va se demander par exemple comment deux entités grises grand A peuvent s'associer pour faire A2, sachant que la barrière d'activation de cette réaction est très élevée, et donc c'est comme si cette réaction n'existait pas en fait. Cette réaction n'existe pas dans notre système. Mais on va voir que c'est quand même possible de produire ça. Par exemple, si vous mettez un A avec un B pour faire un AB, et si ça c'est thermodynamiquement favorable, ça va se faire. Et puis vous pouvez également envisager que AB s'associe avec A pour faire A2B. Et puis vous pouvez aussi imaginer que A de B se dissocie en A2 et B. Si vous avez cet ensemble de réactions, vous avez quelque chose qu'on peut condenser de cette manière, comme étant deux objets A se sont associés à un A2 pour faire un A2, avec l'assistance temporaire de B, qui est rentrée et qui est ressortie. Donc une autre manière de voir ça, c'est la catalyse, en fait, c'est un chemin thermodynamiquement favorable de quelque chose qui n'était pas thermodynamiquement favorable. D'accord ? Donc s'il y a des réactions qui peuvent se faire et d'autres qui ne peuvent pas se faire dans le système, ce qui est forcément le cas puisqu'on distribue des énergies libres, des cinétiques, etc., il y a des chemins favorables et des chemins défavorables, et donc il y a de la catalyse. Et si vous avez de la catalyse, vous pouvez avoir facilement de l'autocatalyse. Et l'autocatalyse, on aime bien, parce que ça commence à ressembler à un premier truc qu'on pourrait peut-être appeler de la reproduction, pas tout à fait, je vous montrerai tout à l'heure justement en quoi je pense qu'il y a une nuance majeure, un pas qu'il ne faut pas franchir. Mais en tout cas, dans l'autocatalyse, vous avez cette idée que si vous mettez un petit peu de quelque chose, vous allez avoir beaucoup de quelque chose. Autrement dit, quelque chose a produit des copies de lui-même. C'est auto-amplifié. Okay ? Donc on va essayer de voir comment on peut avoir l'autocatalyse. L'autocatalyse, ce serait un système où le produit de la réaction, A2, pour reprendre mon petit exemple tout à l'heure, est lui-même le catalyseur. Mais ça, c'est bien connu, notamment dans un cycle chimique standard qui s'appelle le cycle du Formose. Donc ici, c'est comme le cycle du Formose, il suffirait de remplacer mes A par des C pour carbone, et vous auriez une représentation synthétique du cycle du Formose. Imaginez que A2 puisse s'associer avec A pour produire A3,
que A3 puisse s'associer avec A pour produire A4, et que A4 se dissocie en 2A2, eh bien vous avez là un chemin thermodynamique qui, s'il est favorable, va être un chemin autocatalytique et va permettre la production de beaucoup de A2 si vous mettez un tout petit peu de A2 au départ. Donc même si c'est très dur de faire du A2, eh bien, il suffit d'avoir un pouillème de A2 pour avoir beaucoup de A2. D'accord ? Et donc ça nous intéresse et on n'est évidemment pas les seuls à l'identifier. Hein. Donc dès que... Ça fait des décennies maintenant qu'on a compris qu'il pouvait y avoir un problème à essayer de penser l'émergence du vivant en particulier en calquant ce qu'on connaît du vivant actuel, et notamment en supposant que on avait des réplicateurs, par exemple des ARN autoréplicants, qui seraient en quelque sorte des petits bonshommes magiques qui seraient apparus d'un seul coup. Kaufman, notamment, dès les années 70, dit « ça marche pas ce truc, c'est tellement improbable ». Il y a le paradoxe de Huygens qui nous dit qu'il faut qu'il soit d'une complexité folle pour être le bon point de départ. Donc réfléchissons à d'autres manières de voir de l'auto-amplification, et l'autocatalyse a été très intéressante dès ce moment-là. Mais ça fait pas longtemps, par contre, qu'on étudie l'autocatalyse d'une manière aussi dénudée, si vous voulez, aussi épurée d'un point de vue physique. Typiquement, dans la plupart des modèles qui sont faits dans la lignée des travaux de Kaufman, on suppose que les réactions peuvent être des catalyseurs les unes des autres, mais il a fallu supposer ça. Okay, alors que là, on ne suppose rien, on ne suppose que des propriétés physiques, et c'est des choses qui émergent. Donc ça contraint beaucoup le système, et ça c'est intéressant parce qu'on sait qu'on n'est pas en train de partir dans le décor, au moins dans une certaine mesure. On peut très bien partir dans le décor de plein d'autres manières. Et donc on a envie de trouver l'autocatalyse. Sauf que trouver l'autocatalyse dans un système complexe, c'est un problème qui est mathématiquement, algorithmiquement, très difficile. C'est un problème qui est même plus précisément NP complet. Donc la NP complétude, c'est un concept d'informaticien. Ça définit une classe particulière de problèmes à résoudre qui a plusieurs propriétés. Une des propriétés, c'est que la difficulté, donc le nombre de combinaisons qu'il faut étudier pour répondre au problème, augmente de manière exponentielle avec la taille du problème. Donc si votre problème est petit, vous pouvez éventuellement parcourir toutes les possibilités, mais dès que votre problème est grand, il n'y aura jamais assez de tous les ordinateurs de la Terre pour résoudre ce problème. Donc ça, c'est embêtant. Par contre, ils ont cette propriété aussi que si on vous propose une solution, c'est facile de savoir si elle est bonne ou pas. Et une autre propriété des problèmes NP complets, qui est même en fait leur définition, c'est que c'est non seulement une classe de complexité, mais c'est une classe précise de problèmes algorithmiques, au sens où ils peuvent tous être exactement traduits les uns dans les autres. Ils sont tous équivalents, en fait. C'est-à-dire que si vous savez faire, il est possible de traduire un problème NP complet dans un autre. Par exemple, un problème NP complet, c'est existe-t-il une solution à ce sudoku? Donc là, c'est peut-être pas trop dur. Notamment, on peut essayer d'en trouver une, parce qu'on a nos heuristiques, okay, on a nos manières de trouver, et on peut vite voir si cette solution est bonne ou n'est pas bonne. Eh bien, le mathématicien de l'équipe arrive à faire ça. Il arrive à traduire le problème de chercher des cycles autocatalytiques dans un système complexe, non pas en un sudoku, mais en un autre type de problème qu'on appelle SAT, pour Satisfiability, qui sont des problèmes qui sont étudiés depuis très longtemps par les informaticiens, tellement longtemps qu'ils développent des programmes pour les solutionner. D'accord ? Donc ça reste des problèmes NP complets qui sont donc dans l'absolu insolubles, mais la plupart des problèmes du monde réel ont des patterns très particuliers qui fait qu'on peut trouver des solutions. Okay ? Et les SAT solvers sont là pour ça. Donc si vous savez traduire un problème en un problème SAT, eh bien vous avez avec vous tout un outillage de l'informatique théorique qui est très efficace. Et qu'on sort parce qu'il y a plein d'autres packages qui sont associés à ces trucs et qui sont en fait des manières malignes de traiter certains problèmes, et pour ça il faut traduire les problèmes les uns dans les autres. Donc Denis fait ça, et du coup on arrive à énumérer les cycles autocatalytiques dans notre système. On en est un petit peu là, okay, donc on en est à une phase très préliminaire des objectifs dont je vous parlais tout à l'heure. On commence à énumérer les cycles autocatalytiques dans des systèmes complexes. C'est une avancée dans le sens où on ne savait pas le faire avant, personne ne savait le faire. Mais on est encore loin d'arriver au bout. Je vous montre quand même un petit exemple de notre jouet, parce qu'on a aussi un jouet avec une interface graphique qui est assez sympathique parce qu'il nous permet de nous faire la main sur des systèmes simples et d'essayer de nous construire des intuitions. Donc là-dedans, vous avez des entités, vous avez des réactions qui relient ces entités, et
une fois qu'on a listé les cycles autocatalytiques qu'on peut détecter dans ce système, eh ben, on peut voir s'ils s'allument ou pas. On va voir s'ils tournent, donc s'il y a effectivement auto-amplification des éléments du cycle, ou s'ils s'éteignent, et pourquoi. On va essayer de comprendre, est-ce que par exemple il y a des cycles qui sont incompatibles entre eux, est-ce qu'il y a des cycles conflictuels, au contraire des cycles qui sont coopératifs, donc quand il y en a un qui tourne, ça fait tourner les autres. Donc c'est le genre de choses qu'on peut faire. Et on a la dynamique de tous les objets qui constituent le système. Ça, c'est une dynamique qui est intéressante, notamment parce qu'elle est bistable, c'est-à-dire que c'est un type particulier de système. Ça arrive pas du tout souvent de manière aléatoire, et celui-là, on l'a construit à la main, en fait. C'est un système où, quand vous partez de deux points initiaux différents, c'est-à-dire avec des concentrations différentes des différentes entités du système, vous aboutissez à des équilibres locaux différents. Okay, parce que le système est ouvert thermodynamiquement, pardon. Donc il y a des trucs qui rentrent, mais il y a aussi des trucs qui se détruisent. Donc on arrive à une quantité de matière stable, à l'équilibre, et ce qu'on appelle un équilibre stationnaire, avec des trucs qui rentrent et des trucs qui sortent. Et dans cet équilibre stationnaire, il se passe plein de choses en permanence, mais on arrive à des situations constantes, c'est-à-dire que les concentrations de tous les objets du système sont constantes. Certains systèmes ont la propriété d'avoir plusieurs équilibres stationnaires. Okay, ça nous intéresse beaucoup. Je vais essayer de vous dire un peu pourquoi dans la diapo suivante. Et ça, c'est un type comme ça. Donc, si vous partez de ici, vous allez aller là. Et si vous partez de juste à côté, vous allez aller complètement là. Okay, donc, vous avez des attracteurs locaux qui sont différents. Donc, on aimerait bien répondre à ces deux questions, mais donc celle-là, on n'y est pas encore. Et où allons-nous? Je vais au moins vous dire où est-ce qu'on va, quelques perspectives de ce projet. En vous parlant donc, de ce qu'on aimerait faire avec ce jouet. On est en train de développer une typologie des cycles autocatalytiques, et en particulier, on voudrait comprendre qu'est-ce qui fait que certains cycles ont des interactions positives entre eux ou négatives, puisque peut-être que des combinaisons de cycles pourraient commencer à être des formes d'individualité, mais on n'en est pas encore là. On va s'intéresser à la probabilité d'autocatalyse à travers l'espace des paramètres qu'on peut mesurer, puisqu'on peut faire donc l'énumération des cycles autocatalytiques. On a une intuition de là où pourrait commencer la variance héritable. On n'est pas sûr de notre coup, mais un truc qu'il faut réaliser, c'est que même si les cycles autocatalytiques ont quelque chose d'attractif, parce qu'ils s'auto-amplifient, alors on se dit, ah, peut-être que c'est les premiers individus, sauf que, justement, un cycle autocatalytique, si vous lui changez n'importe quoi, il ne sait plus faire de l'autocatalyse. Donc il ne sait pas faire cette chose absolument essentielle qu'est la mutation. En fait, il faut bien comprendre que c'est très dur d'imaginer quelque chose qui fait de la mutation, c'est-à-dire quelque chose qui change et qui est toujours capable de s'auto-amplifier. Quand on commence à se pencher sur ce problème, on réalise que c'est un gros problème. C'est quelque chose... Effectivement, si on a un ARN ribosomique en tête avec une mutation qui est capable de faire du même, ça marche. Mais sauf que cet objet, encore une fois, est déjà d'une très grande complexité. Donc vous êtes là dans un type très particulier d'objet. Donc faire émerger ça, c'est compliqué. On a l'intuition que la multistabilité pourrait peut-être être une des premières formes de variance héritable, c'est-à-dire un système qui pourrait être dans plein d'états localement stables, donc héritable parce que localement stable, donc qui se maintiendrait au cours du temps dans un certain état, mais qui pourrait, à travers des perturbations, passer vers un autre bassin d'attraction et donc changer d'état. Vous voyez cette idée? Okay. Donc si on a des équilibres locaux, on peut potentiellement se déplacer entre des équilibres locaux, et peut-être qu'on a là quelque chose qui pourrait donner lieu à de la variance héritable. Et l'autocatalyse, on s'y intéresse quand même, parce qu'il y a cette auto-amplification, cette dynamique exponentielle qui semble typiquement vivante. Et donc on pense que l'autocatalyse pourrait jouer un rôle important dans la multistabilité, c'est-à-dire que le fait d'avoir beaucoup de cycles autocatalytiques dans un système pourrait rendre ce système particulièrement complexe en termes de diversité des états stationnaires. On espère qu'il pourrait y avoir beaucoup d'états stationnaires dans un système qui a beaucoup de cycles autocatalytiques. Si on a un système comme ça, eh bien on peut commencer à se déplacer dans tous ces états stationnaires, et peut-être de manière infinie. Peut-être qu'il est énorme, cet espace des états stationnaires, peut-être qu'on ne peut pas l'atteindre, et vous aurez peut-être remarqué que le vivant tel qu'on le connaît, mais c'est un espace très très grand des états stationnaires. Un éléphant, c'est un état stationnaire. Une bactérie, c'est un autre état stationnaire. Et un jaguar, encore un autre. Donc, il faut se mettre en tête qu'on veut étudier un espace
où effectivement l'espace des possibilités et des équilibres locaux est peut-être très très grand. D'accord ? C'est peut-être un peu tordu ce que je commence à dire. On va introduire, je vous ai parlé de la structuration spatiale, j'ai passé beaucoup de temps, elle n'y est pas encore, vous l'avez peut-être noté, on va la mettre très vite, parce que on pense que par exemple c'est ce qui va permettre la coopération entre des cycles autocatalytiques, parce qu'ils vont être maintenus ensemble au cours des générations à travers la structuration spatiale. L'individualité dans tout ça, peut-être que une fois qu'on aura mis de la structuration spatiale, on pourra avoir une forme d'internalisation de cette structuration spatiale. L'idée est que si vous imposez, par exemple, une grille spatiale, peut-être qu'un jour, si vous retirez la grille, les objets ont déjà appris à se coller les uns aux autres par leurs propres propriétés internes et sont devenus en quelque sorte des individus, des trucs qui décident de rester cohésifs et leur cohésion n'est pas que donnée par l'environnement. Donc ça, c'est une idée qui est vraiment... qu'on retrouve dans d'autres modèles, et notamment à travers la notion d'ecological scaffolding qui est développée actuellement, qui dit peut-être que c'est d'abord l'environnement qui échafaude les individus, puis on enlève l'échafaudage et la construction tient encore. D'accord ? Voilà, j'en arrive à ma diapo de conclusion, où je voudrais éventuellement lever un petit malentendu. Est-ce que j'ai dit que l'évolution était une théorie circulaire ? En tout cas, j'ai mis le doigt sur un problème de poulet d'œuf, qui est que, dans sa formulation actuelle, l'évolution a besoin d'individus et d'hérédité. Mais les individus et l'hérédité, c'est difficile de les concevoir autrement que comme les produits de l'évolution. Donc on a potentiellement un problème. Mais ça ne veut pas dire, d'une part, que la théorie de l'évolution, dans son cadre habituel, qui est celui de l'évolution biologique, rencontre ce problème, puisqu'elle explique très bien comment les êtres vivants évoluent. Mais peut-être ce qu'elle ne fait pas, ou pas assez, c'est... Donc voilà, je ne pense pas que l'évolution est une théorie circulaire. Parce que je pense qu'il y a moyen de sortir de ce problème. Pour sortir de ce problème, il faut réussir à penser l'évolution comme un processus récursif. Donc on n'est pas dans une circularité, on est dans une récursion. On a des individus de l'hérédité d'un certain type qui donnent des individus de l'hérédité d'un autre type, etc. Donc on a le système qui fait évoluer le système. Donc si on le pense comme une récursion, on n'a plus nécessairement un paradoxe. Mais par contre, si on le pense comme une récursion, que j'appelle méta-évolutive, parce qu'on est en train de parler de l'évolution, okay. Donc l'idée de la méta-évolution, c'est justement de prendre vraiment en charge cette composante récursive de l'évolution, de l'expliciter, et surtout de l'initialiser. Et donc l'initialiser, ça implique de donner des conditions d'émergence de cette récursion qui ne sont pas dépendantes de la récursion. Sinon, vous n'avez rien résolu du tout. Si vous avez besoin d'individus et d'hérédité au début de la récursion, vous n'avez pas résolu le problème. Donc il faudrait réussir à initialiser cette récursion. Et je pense qu'il y a un certain nombre de... On est loin d'y être, hein, donc quelque part, c'est un peu spéculatif tout ça. Mais n'empêche que déjà en biologie, je vois un certain nombre de problèmes qui mériteraient d'être traités sous un angle récursif, qui mériteraient d'être traités comme des problèmes d'évolution de l'évolution. J'ai cité l'individualité. Bien sûr que l'individualité, c'est un problème d'évolution de l'évolution. Et les gens qui travaillent dans le champ des transitions majeures sont sensibles à ce genre de proposition. Je vous ai parlé du sexe, je vous ai parlé des transferts horizontaux, je vous ai parlé de l'évolution lamarckienne. Tout ça, c'est des mécanismes d'évolution. C'est des choses qui résultent de l'évolution des mécanismes évolutifs. D'accord ? Donc peut-être que réaliser ce cadre théorique, en tout cas conceptuel commun, c'est peut-être une manière de mieux traiter les problèmes, peut-être de bénéficier des avancées pour traiter certains problèmes, pour en traiter d'autres, etc. Et en dehors de la biologie, on peut passer en deçà de la biologie, vers la physique, ou on peut penser au-delà de la biologie, dans les sciences humaines. Donc le pont possible entre physique et biologie, c'est ce dont je vous ai parlé, hein, c'est ce qu'on cherche. On cherche à articuler véritablement la physique avec la biologie à travers l'idée que l'évolution pourrait être ce qui permet de faire le pont entre les deux. Mais ce pont est très loin d'être déjà fait. Je pense que c'est quand même important de reconnaître qu'actuellement, on a un no man's land entre la physique et la biologie. C'est quand même un peu, au moins, ça gratte au moins un petit peu, quoi. Moi, ça me titille. Et
y a des personnes ici qui s'intéressent aussi au darwinisme généralisé en pensant non pas à l'évolution dans la physique, mais à l'évolution en psychologie, en sociologie, en linguistique, etc. Je pense que le même type de problème se pose ici. Quand par exemple un généticien essaye d'imposer sa manière de penser à un linguiste, ça coince. Ça coince notamment pourquoi? Eh bien parce que le linguiste sait bien que les variations ne sont pas purement aléatoires. Et donc il faut pouvoir penser cette évolution des processus évolutifs pour pouvoir éventuellement transférer certaines des idées méta-évolutives, donc en tenant compte de ces différences qui peuvent exister entre tous les systèmes évolutifs. Donc c'est vrai en biologie, c'est vrai si on se tourne vers la physique, mais ça me semble également vrai dans toute tentative d'appliquer des raisonnements darwiniens à d'autres disciplines, y compris dans les sciences humaines. Et voilà, je remercie l'Institut d'études scientifiques de Cargèse qui a été un des premiers à soutenir ces idées en nous permettant de monter un workshop qui a été un petit peu le point de démarrage des projets dont j'ai parlé aujourd'hui. Olivier Rivoire et Thomas Hims ont écrit avec moi un chapitre dans ce livre qui n'est plus sur la table, édité notamment par Agathe, Philippe, que vous avez peut-être déjà vu passer, qui s'intéresse donc à la pensée évolutive à travers les disciplines. Et donc on a écrit un chapitre là-dedans qui s'appelle « Is Natural Selection Physical ?» Et en bref, la réponse est non. Pas du tout. Donc on a un problème et on a envie de le résoudre. Et puis je remercie également Denis Kupperberg, qui est donc le mathématicien avec qui on travaille sur ces questions, Nicolas Lartillot, qui est un biologiste qui vient plutôt de la physique, Étienne Rajon, qui est un écologue évolutionniste de mon labo aussi, biométrie, biologie évolutive, et puis toutes ces institutions qui nous permettent de travailler. Merci beaucoup.